Bonjour, bienvenue pour ce premier live. Bonjour et bienvenue pour ce premier live Alphabet de l'année 2024. C'est la tradition dans les lives Alphabet. On commence toujours par un point sur la fiscalité et la loi de finances qui vous préoccupe tous pour savoir comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser les différents dispositifs qui vont vous permettre d'optimiser les coûts de votre flotte automobile. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par deux personnes, Zaina et Raphaël. Je vais vous laisser vous présenter. Zaina. Bonjour à tous, moi c'est Zaina Palin, je suis chargée d'affaires au sein d'Alphabet et plus précisément au sein du département Grand Compte Commercial. Zaina, merci. Raphaël. Je me présente toujours, Raphaël Almersch, toujours en charge de la formation commerciale avec cette spécificité sur en tout cas la connaissance de notre fiscalité. Et j'ai toujours mon pull, comme tu sais, parce que pull, en tout cas, webinaire de janvier, webinaire glacé, donc je continue à le porter, mais je te promets que l'été, je ne le porterai plus. Merci Raphaël. Je suis Laurent Petit, je suis en charge du marketing et du business développement chez Alphabet France. Aujourd'hui, le cœur de vos préoccupations, c'est de savoir comment vous allez transformer la mobilité de vos collaborateurs. Et pour ce faire, il y a une espèce d'urgence qui est imprimée probablement dans vos têtes avec la fin du véhicule thermique à horizon 2035. La fiscalité en France est là pour nous accompagner dans cette démarche, plus particulièrement la loi d'orientation des mobilités et les différentes réglementations fiscales qui sont mises en œuvre chaque année et modifiées pour continuer à nous accompagner vers cette transition nécessaire. Aujourd'hui, on va dérouler un plan hyper simple. En fait, c'est le plan qu'on déroule tous les ans. On va commencer par l'impact de la fiscalité 2024 avec Raphaël pour voir un peu ce qui change par rapport à l'année dernière. On va enchaîner avec les bonnes pratiques pour réduire l'impact de cette fiscalité et bénéficier des dispositifs qui sont en œuvre. C'est quand même bien le plus important aujourd'hui. On va voir également quelle démarche d'accompagnement est-ce qu'on peut mettre en place avec Alphabet ou avec un consultant ou ce que vous pouvez faire vous de votre côté. On va essayer de vous donner une trame qui va vous permettre d'avancer au quotidien dans cette transformation nécessaire. Et puis on finira bien évidemment par une session de questions-réponses. Le chat est d'ores et déjà ouvert sur le côté droit de votre écran. Il vous permet de poser des questions tout au long de ce webinaire et on y répondra à la fin. J'imagine qu'il va y avoir énormément de questions comme d'habitude. Si on n'a pas le temps de répondre à l'ensemble de vos questions, bien évidemment, on y répondra par la suite, par email, ou on prendra directement contact par téléphone avec vous, par l'intermédiaire de vos chargés d'affaires, si vous êtes client Alphabet. Si ce n'est pas le cas, on prendra directement côté marketing contact avec vous. Donc ce plan, il est relativement simple, on va le suivre, mais on va commencer d'abord avec la présentation d'Alphabet pour pouvoir remettre dans le paysage de la mobilité Alphabet dans son écosystème. En France, on accompagne un peu plus de 103 000 collaborateurs au quotidien dans leurs solutions de mobilité. On leur fournit une voiture et on leur garantit de pouvoir se déplacer à tout moment avec ces derniers. On conseille 30 000 clients à travers le monde. Nous sommes présents dans 36 pays et ça fait 26 ans qu'on fait ce métier-là. Donc on le connaît un tout petit peu. On va commencer tout d'abord avec la première partie que j'évoquais tout à l'heure. Il y a plein de nouvelles dispositions, il y a des choses qui continuent, il y a des choses qui s'arrêtent, ou en tout cas qui sont modifiées. Et pour ce faire, on a préparé pour vous deux choses. On a préparé une première chose, c'est la possibilité dans la salle dans laquelle vous êtes Webikeo de télécharger la présentation qui va dérouler de vos yeux. Et la deuxième chose, c'est le guide de la fiscalité 2024 du véhicule d'entreprise à votre disposition sur notre site internet. Donc je vous invite à vous rendre sur le site alphabet.com/fr qui vous permettra de retrouver notre guide de la fiscalité du véhicule d'entreprise. Alors c'est sympa les supports, un support de présentation c'est bien, un livre blanc sur la fiscalité c'est bien, mais quand c'est expliqué c'est encore mieux. On va commencer par ce qui change. Zaina, est-ce que tu peux nous présenter le parc typique d'un de tes clients aujourd'hui? C'est quoi en matière de répartition d'énergie, de taille de parc à renouveler sur une année 2024? C'est quoi? Bien sûr. Justement, je voudrais, Raphaël, pour qu'on puisse allier le côté théorique à la pratique, est-ce qu'on pourrait prendre en exemple l'un de nos clients qui, sur 2024, a pour objectif de renouveler 100 véhicules VP
répartis sur 3 énergies. Donc 40% de diesel, 40% d'hybride rechargeable et 40% d'électrique. La question qui se pose aujourd'hui et que beaucoup de nos clients se posent, c'est est-ce qu'il doit renouveler à l'identique ces 100 véhicules ? En fait, c'est une excellente question, Zaina, mais pour y répondre, je te propose qu'on commence un petit peu pour retraçant le parcours de la fiscalité et poser le décor. Et je te promets qu'ensuite, promis juré, après, je te répondrai effectivement sur ces cas pratiques. Alors, bien entendu, tout ce que je vais dire ici, je l'ai préparé également avec le truculent Alexandre Proux, notre expert fiscalité, puisqu'effectivement, chez Alphabet, on essaye effectivement d'avoir le maximum de compétences pour préparer tout ça. Et c'est un sujet vraiment important. Et on commence surtout par cette trajectoire qui, on le verra, c'est beaucoup d'opportunités, Zaina. Ça peut faire peur, mais c'est beaucoup d'opportunités. D'abord, l'élément clé, c'est la réduction des gaz à effet de serre. La part des transports n'est pas négligeable, elle est importante. Bien entendu, il n'y a pas que le transport routier, il y a le ferroviaire, l'industrie et lourde et autres, mais il faut réduire en fait les gaz à effet de serre. Donc en fait, comme tu l'as dit Laurent, la fiscalité va l'accompagner. On a la loi climat et résilience qui emporte elle-même la loi d'orientation des mobilités et la fiscalité automobile qui viennent. Alors certains vont dire contraindre et d'autres diront viennent des opportunités pour pouvoir électrifier le parc automobile. On va y venir justement sur cette trajectoire. Alors là, on va retrouver plusieurs choses. D'abord, l'obligation faite aux entreprises qui ont plus de 100 véhicules en parc de verdir, greenifier, on dit maintenant actuellement, leur parc automobile. C'est en fait ces entreprises, ça c'est emporté par la loi d'orientation des mobilités, doivent depuis 2022 rafraîchir leur parc. Donc leurs commandes doivent être à minima de 10% en 2022 de véhicules dits à faible émission, c'est-à-dire de moins de 50 grammes de CO2. Cette année, ce sera 20%, ce sera 40% en 2027 et enfin 70% en 2030. On va mettre aussi en parallèle les autres échéances qui arrivent, notamment en 2030, l'interdiction de la vente de véhicules neufs de plus de 123 grammes en France. Alors, il ne faut pas paniquer, je le dis toujours, mais parce que 123 grammes, aujourd'hui, on a des véhicules électriques, hybrides, qui sont à 0 grammes, des véhicules électriques et hydrogène qui sont à 0 grammes. Je voulais voir si tu suivais, en fait. Je ne voulais pas te couper. Exactement. Mais Tu vois, mais voilà. Des véhicules hybrides ou hybrides rechargeables qui font moins de 50 grammes, donc on y sera sans problème. Laurent l'a dit, 2035, l'arrêt en fait, de la vente de véhicules neufs thermiques, effectivement, ça c'est l'atterrissage 2035. Maintenant, avant de commencer encore, j'ai voulu vous montrer, et tout particulièrement pour toi Zaina, en fait, la projection des immatriculations des véhicules neufs à l'horizon 2030. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une source de Bercy, du ministère de l'économie et des finances. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'ils n'ont pas interrogé les constructeurs, mené des grandes études. En fait, ils ont projeté l'impact de la fiscalité à venir. Donc en fait, ce qu'on voit là, et on voit l'inversion de tendance, on voit le thermique en 2022 qui faisait 80% en fait, des véhicules neufs, et en 2030, on voit en fait que c'est plus que 25% et 66%, 2/3 de véhicules électriques. Alors oui, il y aura une élection en 2027, donc les cartes pourront être redistribuées en 2027, mais globalement, en fait, c'est par le truchement en fait, de ces contraintes fiscales ou de cette opportunité fiscale que l'inversion de tendance va se réaliser. Donc ce qu'on voit ici, c'est globalement ce qui va se passer en 2030. Merci beaucoup Raphaël pour le rappel de ce contexte. C'est extrêmement important pour vous de bien comprendre le contexte dans lequel on évolue et pourquoi les différentes lois de finances qui se succèdent nous accompagnent vers cette décarbonation de la mobilité des entreprises. Est-ce qu'on peut rentrer un tout petit peu plus dans le détail, Raphaël ? J'aimerais que tu nous rappelles les grands changements de 2024. Oui, Laurent, et ils sont majeurs. Le fameux bonus, on va commencer par le fameux bonus écologique. En fait, je vais rappeler, alors 2023, rappelez-vous en 2023, 3 conditions majeures. Un véhicule à 0 g de CO2, hydrogène, tu vois, je ne me suis pas trompé, hydrogène électrique, moins de 47 000 €, moins de 2,4 tonnes. C'était les 3 conditions pour bénéficier du bonus de 3 000 €. Alors là, on est vraiment effectivement sur le B2B, les véhicules d'entreprise, et là, je parle des véhicules particuliers. Pour les véhicules utilitaires, c'était 4 000 €. Petite précision, c'est vrai que les véhicules commandés avant le 15 décembre et facturés avant le 15 mars de cette année pourraient encore bénéficier de ce bonus 2023.
En 2024, on a toujours les 3 mêmes composantes. 0 g, 47 000 euros, 2 tonnes 4. Ça ne change pas, mais on ajoute une condition et, pas ou, d'un score environnemental, et on va en parler juste après, et qui va effectivement, alors à l'heure à laquelle on vous parle, pour l'instant, on n'a pas encore le décret sur le montant du bonus, n'a pas encore été publié. Je crois, Laurent, que ce sera bientôt. Il y a eu une info ce matin de la part de l'AVER, dont nous sommes membres d'ailleurs, et je salue Clément Molison qui est à sa tête. Le ministère de l'économie nous dit que le barème du bonus écologique pourrait être publié début février, mais malheureusement sans plus de précision, ce qui nous laisse aussi bien vous que nous dans une certaine incertitude pour constituer vos nouvelles cartes Policy. Néanmoins, à n'en pas douter, ça sera la continuité de ce qui existait déjà l'année dernière, avec des diminutions par endroit et des augmentations à d'autres. Raphaël, je t'en prie. Oui, Laurent, effectivement. Alors, pourquoi il n'est pas publié ? C'était vraiment une première. Je crois que c'est rapport à l'argent. Ah, sans blague. Ouais. Sans blague. En fait, le leasing social est arrivé. Et concrètement, certains députés se disent où est-ce qu'on va chercher l'argent pour financer le leasing social. Donc très, très naturellement, ils se disent tiens, ils lorgnent du côté du bonus écologique. Ils se disent peut-être qu'en n'attribuant plus 3 000 mais 2 000 ou moins de bonus écologiques, on pourra aller financer le leasing social. Donc pour l'instant, c'est une opportunité, Zaina, parce que en fait, tant que le décret n'est pas publié, c'est toujours 3 000 euros ton bonus. Pourquoi ? Parce que le bonus de nos clients. Pourquoi ? Parce que le décret 2023 dit en janvier 2023, le bonus écologique 2023 est de 3 000 euros à partir du 1er janvier 2023. Il ne donne pas de date de fin. Donc, tant que le décret n'est pas publié, on est toujours à 3 000 euros pour les véhicules particuliers, Laurent et Zaina. D'accord. Absolument. Score environnemental. Oui. Ça, c'est un nouveau truc avec plusieurs composantes. Ça a été difficile pour obtenir cette liste fin d'année dernière pour pouvoir commencer à discuter avec vous, chers clients et chers prospects. Néanmoins, maintenant, on a les détails, les véhicules sont publiés. Ça donne quoi ? Alors, premièrement, un peu de contexte. Effectivement, les pays d'Asie, les États-Unis réservaient leurs bonus ou leurs aides gouvernementales à leur production locale. Eh bien, en fait, la France, l'Europe arrive sur le même schéma. On veut favoriser les productions locales et mécaniquement écarter un peu les productions qui viennent de plus loin. Je nommerai aucun pays. Très concrètement, faisons un petit focus. Ce score, il faut compter jusqu'à 6. Pour l'instant, je crois que c'est pas très compliqué. Il y a 6 grands thèmes. Le premier, c'est il y a l'empreinte carbone en fait de l'approvisionnement en métaux ferreux, non ferreux, aluminium, tout ce qui est batterie également, tout ce qui est assemblage et enfin le transport. Et c'est là que le transport, tout peut se jouer. Un même véhicule qui est fabriqué, on va dire proprement en France, n'aura pas le même score qu'un véhicule qui est fabriqué proprement en Asie. Et celui qui est fabriqué proprement en Asie ne bénéficiera pas de cet éco-score, score environnemental. C'est minimum 60 points pour pouvoir bénéficier sur 80 pour l'avoir. Merci beaucoup pour ces détails. Le malus, ça change également un petit peu, parce qu'il faut financer le bonus. C'est ça, tu as tout dit. En fait, encore, c'est comme tu as dit tout à l'heure, rapport à l'argent, on est exactement ça. Le malus finance le bonus. Il y a un durcissement réel qui... et encore une fois, quand je vais dire le mot tuer, il ne faut pas... Encore une fois, ce sont des vraies opportunités. On va en venir tout à l'heure. On va y venir tout à l'heure, Zaina. Mais en 2023, on avait un malus qui était de 123 grammes de CO2. C'était le seuil de déclenchement. Depuis 5 ans, on sait que tous les ans, le seuil descend de 5 grammes. Donc, on arrive mécaniquement à 118 grammes en 2024. Ce n'est pas une nouveauté. En revanche, ce qui change fondamentalement, c'est le plafond. En 2023, le plafond du malus, alors malus et taxe à la masse, c'est une composante du malus, était de 50 000 euros ou 50% du prix du véhicule. En 2024, on passe à 60 000 euros et ce dès 193 grammes, donc on descend le seuil et il n'y a plus de limite de prix de véhicule. Zaina, toi, je sais que tu aimes bien rouler en méga grand sport qui fait 180 grammes ou 195 grammes et tu fais vroom vroom en arrivant au bureau. Mais en 2023, si tu faisais acquisition de ce véhicule, eh bien, on aurait limité. En imaginant que ce véhicule vaut 40 000 euros, on aurait limité ton malus à 20 000 euros. En 2024,
40 000 euros de véhicule, plus 60 000 euros de malus. Donc mon malus serait plus important Voilà. que le coût de mon véhicule. Alors, tu peux, exactement. Donc, roule en Bugatti Veyron ou roule en Ferrari, parce que là, ce sera moins gênant. Mais en Mégane, c'est un peu plus problématique. Dernière chose, Laurent, la taxe à la masse, eh bien, cette année, on est passé de 1800 kg à 1600 kg et on n'a plus un tarif linéaire à 10 euros le kilo, on a un tarif qui est progressif, une grille progressive. Dernière chose, vous savez, les fameuses hybrides rechargeables qui font beaucoup de débats, hein, parce que les aides ont déjà été diminuées, supprimées sur les hybrides rechargeables. On garde l'avantage sur la taxe à la masse, on garde l'avantage sur les véhicules hybrides rechargeables dont l'autonomie en tout électrique en ville est supérieure à 50 km. Ils sont exonérés en 2024. Ce ne sera pas le cas en 2025. Une nouveauté, les hybrides rechargeables qui font moins de 50 km en ville ou les hybrides purs bénéficient d'un abattement de 100 kg en 2024 sur la taxe à la masse. Néanmoins, on le voit, l'accompagnement que le gouvernement met en place sur ces typologies de véhicules est amené à disparaître. C'était une solution de transition. Probablement que dans les discussions que vous devez avoir autour de la transformation de votre car policy, le véhicule électrique restera pour les années à venir la meilleure des solutions. Il y a une taxe, il y a longtemps de ça, qui s'appelait la TVTS, qui est devenue la TVS. Exactement. Et on a perdu cette taxe. Elle a disparu ou elle est remplacée par quelque chose ? En fait, ce qui est bien avec les taxes, ce qui est bien, je ne sais pas si c'est le bon qualificatif, elles se cachent quelque part. Enfin, elles reviennent, hein, elles disparaissent jamais vraiment. Pour faire simple, si tu veux, on peut aller plus loin. Tu te rappelles la vignette automobile qu'on connaît. Tout à fait. Il y avait même des pare-brises où c'était carrément un sapin de Noël. On voyait peut-être juste au milieu et tout le reste, il y avait des vignettes auto. Plus sérieusement, Laurent, oui, cette TVS, qui s'appelait donc taxe sur les véhicules société, s'appelle depuis 2 ans la taxe annuelle sur les émissions de CO2. Et il y a aussi sa composante polluant atmosphérique qui à l'époque s'appelait la TVS-R, ça ne nous rajeunit pas, et qui maintenant s'appelle la taxe polluant atmosphérique. Toujours mais alors la différence par rapport au bonus-malus, c'est qu'elles sont annuelles. Donc Zaina, quand on parlera tout à l'heure de l'impact sur la flotte de notre client, attention parce que là, c'est le bonus-malus à l'acquisition. Là, c'est annuel. Donc, potentiellement, un contrat moyen de 36 mois, c'est tous les ans qu'il va falloir s'acquitter de cette taxe. En 2023, alors là, le changement n'est pas fondamental. C'est qu'en fait, en 2023, la base de déclenchement était à 20 grammes. On passe à 15 grammes. On descend de 5 grammes. En revanche, on a toujours l'exonération définitive pour les véhicules hybrides rechargeables essence, pas diesel, essence, qui ferait moins de 60 grammes de CO2. Cette exonération est temporaire, 12 trimestres, pour les véhicules hybrides rechargeables essence, entre 60 et 120 grammes. C'est reconduit. Ça, on ne le touche pas. Je veux bien mettre ma main coupée, je ne sais pas, mais bien parier effectivement qu'en 2025, les choses vont vraiment changer et qu'il y aura plus ces exonérations. Donc ça, c'est ce qui change. Et donc, la deuxième composante, c'est ce qu'on appelait à l'époque la TVS-R, la taxe annuelle sur les polluants atmosphériques. Annuelle, encore une fois, qui était de 20 € par an pour les véhicules essence ou assimilés. Alors, assimilés, c'est essence, hybride essence. Ou 40 € par an sur les véhicules diesel ou assimilés, donc diesel, hybride diesel. Cette année, alors, c'est un peu plus compliqué parce que là, ce qu'on vous présente aujourd'hui, on vous présente en fait quelque chose qui est relativement simple. C'est 100 € par an pour les véhicules essence ou assimilés, et 500 € par an pour les véhicules diesel ou assimilés. En fait, il faut bien lire dans les méandres du texte de la loi, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Si on prend effectivement la loi, on dit c'est lié à la norme euro. Euro 4, Euro 5, Euro 6. La loi dit c'est les véhicules Euro 5 et Euro 6 sont à 100 €. Donc on se dit, youpi, même les véhicules diesel récents, on parle bien des véhicules récents, neufs, puisque les Euro 5, Euro 6, c'est tous les véhicules qui ont été produits depuis 2011, pour faire simple. Et on se dit, très bien, les véhicules diesel sont aussi à 100 € par an. Non, parce que quand on lit bien le texte de loi, sont uniquement les véhicules à 100 € par an, sont uniquement les véhicules Euro 5, Euro 6 à allumage commandé. Commandé, ça veut dire à bougie. Et donc, ce qui exclut de facto tous les véhicules à allumage par compression,
diesel. Est-ce que tu me suis encore, Zaïda? C'est très clair. Tu connais parfaitement la technique automobile. Donc, là, effectivement, le diesel, c'est allumage par compression. Donc, mécaniquement, c'est Euro 5, Euro 6, mais pas les diesels. Pour faire simple, pardon, j'étais un peu long, mais effectivement, 100 €, ce qu'il faut retenir, 100 € par an, essence et assimilé, 500 € diesel, et toujours 0 € électrique et hydrogène. Merci beaucoup, Raphaël. N'hésitez pas à télécharger le support de présentation qui vous détaille assez rapidement l'ensemble des informations que Raphaël vient de vous exposer. Et n'oubliez pas notre guide sur la fiscalité du véhicule d'entreprise où tout est très bien détaillé. On vient de voir ce qui a changé, Raphaël. Est-ce qu'il y a des choses qui ne changent pas? Alors, vous êtes content, je vais parler un peu moins parce que je parle beaucoup. Donc, surtout, Zaïda me regarde, tu t'exagères quand même. Avec attention. Ah, ça. Écoute, je te remercie, Zaïda. Écoute, là, tu me flattes. Donc, en l'occurrence, ce qui ne change pas, en fait, allez, pour faire simple, il y a 3 grands pavés de la fiscalité qui ne changent pas pour le moment. Les amortissements non déductibles, la taxe sur la valeur ajoutée, qu'on peut récupérer sur les péages, le loyer, les parkings, etc., et les avantages en nature. Mais si vous me permettez, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur l'avantage en nature, parce que c'est important. Il reste... toujours plaçons-nous dans l'optique de l'opportunité de pouvoir verdir sa flotte, électrifier sa flotte. On a toujours, et c'est toujours ce qu'on fait en 2024, la possibilité en fait de bénéficier d'un abattement sur les avantages de nature de 50% pour les véhicules électriques, limité à 1 800 €. J'ajouterais que rappelez-vous, on va faire simple, il y a 2 méthodes de calcul, soit l'avantage de nature à la location du véhicule, soit à l'achat. 9% si on n'utilise pas le carburant le week-end, 12% à l'achat si on utilise le carburant le week-end. Pour un véhicule électrique, c'est toujours 9%, même si on se recharge le week-end. Donc, double avantage. Abattement, limité à 1 800 € par an, mais également le fait que, quoi qu'il arrive, on sera toujours la tranche la plus favorable pour les véhicules électriques. Comme vous avez pu le constater avec l'exposé de Raphaël, il y a un certain nombre de dispositifs qui vous permettent de vous orienter vers une mobilité plus durable avec la mise en œuvre de véhicules électriques, pour peu que ces véhicules correspondent aux usages de vos collaborateurs. Vous le savez, je vous le dis depuis un petit moment, aujourd'hui, nos partenaires constructeurs font d'énormes efforts pour faire avancer la technologie, que ce soit en termes d'autonomie ou de recharge. Il y a de moins en moins de cas d'usage sur la partie véhicule particulier où le véhicule électrique n'est plus adapté. Il y a encore des usages sur la partie véhicule utilitaire où on rencontre quelques freins. J'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, de discuter avec nos partenaires de chez Ford qui m'expliquaient qu'ils avaient mis en place des e-transit chez un de leurs clients qui fait de la livraison du dernier kilomètre. Et il s'avère qu'avec ce véhicule-là, ils arrivent à se recharger uniquement tous les 2 jours. Ça veut dire que les autonomies et les capacités d'emport de ces véhicules utilitaires deviennent aujourd'hui adaptées aux usages de vos collaborateurs. Passons maintenant à comment est-ce qu'on utilise ces dispositifs à plein pour pouvoir améliorer la mobilité, en tout cas la rendre plus durable au sein de vos flottes automobiles. Si on parlait d'un client avec Zaïna en introduction, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Comment est-ce qu'on fait, Zaïna? Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte? Alors justement, Raphaël, je te remercie pour toutes ces informations. C'était encore une fois très clair, mais tu sais, moi j'ai un esprit cartésien. Et donc j'en reviens à mon client qui a sur 2024 100 véhicules VP à renouveler avec la répartition suivante, 40% diesel, 40% hybride rechargeable et 20% en électrique. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à notre client sur ses renouvellements? Est-ce qu'il doit conserver la même répartition? Alors écoute, pour te répondre, tout à fait. J'aime bien ce côté pratique parce que là, vraiment, je pense que ça va parler à tout le monde. Et effectivement, on voit là. Alors, si tu vois, et en imaginant, tu vois que notre client renouvelle ces 100 véhicules avec la même répartition, les mêmes énergies, les mêmes taux de CO2. Je te propose effectivement ici de voir ce que ça va donner en termes d'impact. Donc, c'est pas neutre. Alors, on va commencer par la droite. C'est BEV, donc les véhicules électriques, batterie électrique véhicule. On voit que pour l'instant, le bonus, en tout cas jusqu'à Demi-Free, ne change pas. On verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Et effectivement, on voit bien qu'il n'y a pas de malus, forcément. Il y a bonus, il n'y a pas de malus. Et il n'y a pas de taxe à la masse, pas de TVS. En fait, en l'occurrence, la taxe sur l'émission de CO2, ni taxe polluant.
Sur le hybride rechargeable, il y a une petite nouveauté. Ce véhicule-là, effectivement, quand on l'a vu avant, il était, je crois, il était en dessous de lui était en dessous de 1600 kg, donc pas de problème. Mais en revanche, sa taxe polluant, elle est passée de 20 € par an à 100 € par an. Donc là, on prend 80 € par an sur ce véhicule-là. Alors bon, ça reste limité comme impact, mais bien entendu, l'impact le plus fort, c'est sur le diesel. Je t'invite à regarder les chiffres qu'on voit ici. Le malus prend 668 € par véhicule par rapport à 2023. La taxe à la masse prend 1810 € en plus que 2023. C'est pas neutre. La fameuse taxe sur l'émission de CO2, plus 582 €. Et enfin, la taxe polluante, puisque c'est un véhicule diesel, passe de 40 € à 500, plus 460 €. C'est pas neutre, hein, Zaina? C'est ce que je vois. Donc, en l'occurrence, oui. Ouais. Non, merci, parce que c'est hyper intéressant, je trouve, de pouvoir exemplariser ce qui est mis en place. Je te laisse continuer, Raphaël. Merci Laurent. Et maintenant, on va regarder un petit peu... parce que, en fait, Zaina, notre client a une flotte de 100 véhicules et le contrat moyen, on va dire que c'est 36 mois, pour faire simple. Donc là, on va reprendre cet exemple-là. Et ce que vous voyez maintenant, en fait, à l'écran, c'est vraiment c'est l'illustration de l'impact entre 2023 et 2024 sur ce parc de 100 véhicules, enfin ce renouvellement de 100 véhicules, si on garde exactement les mêmes paramètres qu'en 2023. On voit que le bonus, vous voyez en haut en vert, lui, pour l'instant, encore une fois, reste le même. Donc là, pas de changement par rapport à 2023. Regardez l'impact, si on prend ces 100 véhicules sur le malus, donc le malus est dû à l'acquisition, donc là c'est one shot, et effectivement on voit qu'on passe de 55 400 à plus de 81 000 €. Sur la taxe à la masse, on est à 0 € et tout d'un coup, boum, on passe à 72 400 €. Ça fait mal. C'est dû par le truchement effectivement, du poids des véhicules et de la répartition de la flotte. On se rappelle, la répartition 40-40-20 de mémoire. Exactement. Sur la taxe CO2 diesel, alors là on passe de 66 000 à 135 000 €, pareil, explosion de cette taxe. La taxe polluant sur les véhicules hybrides rechargeables, eh bien elle est passée, elle est multipliée par 5, puisqu'on passe de 2 400 € à 12 000 €. Et enfin, la taxe polluant diesel, je te rappelle, on passe de 40 € à 500 €, mais mécaniquement, on passe de 4 800 € sur la flotte à 60 000 €. Pourquoi 60 000 €? Parce que là, sur ces taxes CO2, taxes polluantes, on est sur 3 ans. Donc il faut on prend la taxe, on multiplie par le nombre de véhicules et on multiplie par 3 ans. Donc c'est la projection sur 3 ans et on voit ici, ça fait plus de 400% d'augmentation. Ça fait mal, mais on a des solutions. Impressionnant. On a des solutions. Alors justement, je ne sais pas ce que vous en pensez à distance, mais c'est vrai que cette augmentation de 400% fait un peu peur. Et la réponse que je donnerais à mon client qui se pose la question, est-ce que je dois renouveler en l'état? Elle est non. La réponse est non. Mais alors, qu'est-ce que je pourrais conseiller à mon client du coup pour qu'il puisse maîtriser ce coût tout en prenant cette direction vers un cap vert? En fait, je pense qu'il faut donner des éléments clés à nos clients. Oui, je sais que tu vas souvent au Cap Vert, d'ailleurs, c'est vrai que tu es... En fait, très joli. C'est ta destination préférée. Mais tu ne peux pas y aller en véhicule électrique. Tu peux peut-être y aller en avion éventuellement, mais bon, exactement. En fait, plus sérieusement, il y a je pense que pour donner des éléments de lecture clés à nos clients, en tout cas, ou aussi à l'auditoire, il y a 2 choses. Il faut, d'un côté, changer la répartition des énergies, diesel, hybride rechargeable, électrique, majoritairement, et choisir des modèles moins émetteurs de CO2. Donc en fait, en jouant sur ces deux critères, on arrive en fait à changer complètement la donne. Et tu vas le voir, c'est Gérard Majax, je suis magicien, tu vas voir. Donc concrètement ici, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, comme vous le voyez, on a changé la répartition, on passe à 50% en électrique, 45% en hybride rechargeable et plus que 5% en diesel. Et en plus, en diesel, on a changé les véhicules diesel. On était un véhicule qui était de type A6 et qui effectivement qui fait 149 grammes de CO2. On passe à un véhicule de type A4 qui fait 133 grammes et est moins lourd. Et là, on va voir que la magie s'opère. Non seulement elle s'opère, mais on va voir que finalement, on a un gain. Ça paraît simple à faire, mais finalement, l'opportunité et tout est possible. Concrètement, si on reprend l'exemple, là, il faut que tu t'accroches un peu, c'est pas forcément évident. On voit que sur le bonus des véhicules électriques, on reste à 150 000 € parce que là, en l'occurrence, on a 50 véhicules électriques. Donc, multiplié par 3 000, 150 000 €. Donc, le gain immédiat. On a
je vais peut-être pas tout lire, mais voilà, on a après des malus sur les véhicules hybrides rechargeables, mais surtout à droite, tu vois que le malus diesel, il change, parce qu'on n'a plus que 5 véhicules à 400 €, donc on n'a plus que 2 000 € de malus diesel. Même chose pour la taxe à la masse, on n'a plus que 5 véhicules concernés, et ces 5 véhicules, effectivement, pèsent moins lourd que le précédent. Je te rappelle, on a changé de véhicule diesel. Donc mécaniquement, on n'a plus que 800 € de taxe à la masse, et on a quand même toujours une taxe sur les émissions de CO2 diesel et sur les polluants atmosphériques, mais limitée à 5 véhicules. Donc mécaniquement, pour faire simple, on a un impact de à peu près 30 000 €, parce qu'on va arrondir les chiffres, 30 000 € de taxes à sortir, à payer, mais on a reçu 150 000 € de bonus. Eh bien, on a un gain, l'entreprise finalement a un solde positif de 120 000 €. Elle a reçu finalement 120 000 €. Elle a payé 30 000, reçu 150 000, finalement c'est comme si elle avait reçu 120 000. Donc si je comprends bien, Raphaël, une des solutions pour maîtriser les impacts de la fiscalité 2024, c'est d'augmenter la part de véhicules électriques. Tout à fait. Alors moi, je vais parler un petit peu des échanges que j'ai avec mes clients. Et c'est vrai que l'un des principaux freins à cette transition et au passage sur un véhicule électrique, ce sont les collaborateurs et la conduite du changement. On observe beaucoup de freins sur l'électromobilité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Laurent, sur ces freins qu'on observe ? Ouais, moi j'aime bien ces freins parce qu'aujourd'hui ils sont de moins en moins vrais c'est l'inconscient collectif qui nous fait avoir en tête en permanence le fait que l'autonomie d'une voiture électrique c'est insuffisant pour mes usages. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des véhicules électriques qui sont mis à la route avec les nouvelles technologies, qui font en moyenne quasiment tous 400 km d'autonomie. Vous me direz très justement, et je vous rejoins, que les 400 km d'autonomie, c'est de l'utopie parce que ça n'existe pas vraiment. C'est vrai, on va plutôt être entre les 300 et 350 km d'autonomie. 350 km d'autonomie, je vous rappelle que ça fait plus de 2 heures de trajet sur autoroute à 130 km/h. Nos partenaires assureurs et la sécurité routière nous invitent à nous arrêter à minima toutes les 2 heures. Quand on s'arrête toutes les 2 heures pour prendre un café, on peut recharger sa voiture. Deuxième frein souvent évoqué, c'est ça prend du temps de recharger ma voiture. Quand je m'arrête tous les 2 heures sur un grand trajet, moi personnellement je ne m'arrête pas pour juste 5 minutes. Et si vous faites le calcul avec votre véhicule thermique, on est en moyenne entre 10 et 15 minutes d'arrêt. Le temps de s'arrêter, de faire le plein, de satisfaire un certain nombre de besoins physiologiques et puis de payer et reprendre sa voiture. 15 minutes, quand on a un véhicule qui fait 350 km d'autonomie, qui peut se recharger jusqu'à 205-250 kW, ce qui devient la norme aujourd'hui. Le temps de recharge, c'est grosso modo, je pense, 30 secondes. Parce que quand vous vous arrêtez, vous badgez sur votre borne, vous branchez votre voiture et puis vous partez faire exactement la même chose que ce que vous faisiez lorsque vous faisiez le plein de votre voiture thermique. Et lorsque vous revenez, vous avez récupéré une autonomie très largement suffisante pour parcourir les 200 prochains kilomètres ou en tout cas pour rouler à minima pendant 2 heures. Donc ça, c'est un frein aujourd'hui qui a tendance à disparaître également. Et on me dit dans l'oreillette, ouais, mais il n'y a pas assez de bornes sur le territoire français pour se recharger en itinérance. C'est un mythe. C'est un mythe, mais complet, pour 2 raisons. Et je vais vous donner 2 chiffres pour ça. Le premier, c'est 1 600 000 points de recharge sur le territoire français. C'est l'ensemble des points de recharge qui sont disponibles sur le territoire à titre privé ou à titre public. Ce qui inquiète souvent vos collaborateurs et la source d'inquiétude que vous pouvez avoir, c'est la fameuse recharge en itinérance sur les grands axes routiers ou même en province. Aujourd'hui, l'AVER, au 31 décembre 2023, nous indiquait qu'il y avait plus de 118 000 points de recharge sur le territoire français, ce qui est plus que conséquent.
à ceux qui ont vu il y a 2 ans de ça des files d'attente aux bornes de recharge à l'occasion des grands départs des congés d'été ou des ponts de mai. Je peux vous assurer par expérience personnelle et aussi vous devez pouvoir le constater qu'aujourd'hui ces files d'attente n'existent plus pour la simple et bonne raison c'est que sur autoroute, toutes les aires de service, une aire de service c'est une aire où vous retrouvez une station-service, toutes les aires de service du réseau autoroutier français sont équipées de bornes de recharge rapide à minima avec des bornes qui sont à 150 kW. Donc aujourd'hui, le nombre de points de recharge, la problématique de se recharger en itinérance, c'est plus vraiment quelque chose qui existe et on peut dire que ces freins ont aujourd'hui complètement disparu. Quoi vous dire d'autre sur ce sujet des freins c'est que globalement, il n'y a plus vraiment de frein sur une circulation classique de véhicules particuliers telle qu'on la connaît. Il n'y a pas de raison de se dire non, le véhicule électrique pour ma population de commerciaux n'est plus en adéquation avec son métier. Au sujet du prix qui peut être aussi un frein aujourd'hui, on se rend compte que une borne de recharge, quand elle est installée chez un collaborateur, le collaborateur bénéficie d'un coût de recharge qui est bien inférieur à ce qu'on peut trouver sur le domaine public. Et surtout, ça coûte beaucoup moins cher que de mettre du carburant dans sa voiture. On a fait une étude rapidement avec Raphaël. On constate qu'en moyenne, sur un 36 mois, 45 000 pour un véhicule de catégorie C, on a un coût du carburant qui représente 5 103 € TTC par an, ce qui est considérable. Si votre collaborateur se recharge, c'est une hypothèse, se recharge systématiquement à son domicile le soir lorsqu'il rentre, s'il a un tarif normal heure creuse, il ne va dépenser pour le même nombre de kilomètres que 1 880 € TTC. Après, ce qui est de l'usage privé et de l'usage professionnel, c'est une histoire de défraiement de vos collaborateurs autour des notes de débours qui peuvent être mises en place. Et ça, on aura tout loisir de vous l'expliquer dans un prochain webinaire ou dans un prochain papier autour de ces solutions de remboursement de l'électricité aux collaborateurs. Et le mieux du mieux, c'est quand on a le tarif tempo, ça coûte plus que 1 000 €. 1 000 € de recharge. Il reste encore 9 jours sur 22. C'est assez génial de se dire que pour parcourir sur les 36 mois 45 000 km, tous les ans, ça va nous coûter que 1 000 € au lieu de 5 103 €. Au sujet des avantages en nature, on a toujours cette question autour de l'installation de la borne au domicile du collaborateur, parce qu'on voit vraiment qu'aujourd'hui, plus de 80% des gens qui ont un véhicule électrique, professionnel et particulier, se rechargent au domicile. Mais comment on fait pour calculer cette partie-là, Raph ? En fait, il y a deux cas. Le premier cas, c'est si effectivement le collaborateur bénéficie d'une borne installée par l'entreprise et si le collaborateur quitte l'entreprise, eh bien, et par contre, si on démonte sa borne, là, il n'y aura pas d'avantage en nature. Ça, parce que forcément, en tout cas, le fiscaliste vient regarder aussi l'avantage en nature parce que il y a des frais d'installation. Donc, ce sont des frais qui n'ont pas été dépensés par le collaborateur. Si effectivement, Zaina, tu quittes Alphabet pour rentrer chez Ferrari, ta marque préférée, effectivement, si tu gardes ta borne, là, dans ces cas-là, il y aura un avantage en nature limité à 1 000 € ou 50% des frais d'installation. Si en revanche, on démonte la borne, il n'y aura pas d'avantage en nature parce que tu ne bénéficies plus de la borne à tes fins privées. Même chose, effectivement, dans le cas de la location. Si elle est louée, eh bien, dans ces cas-là, il y aurait des frais, si tu gardais la borne, des frais, des avantages en nature limités à 50% des frais, en tout cas, de location. Voilà comment ça fonctionne, très schématiquement. Merci beaucoup Raphaël sur l'explication des avantages en nature qui a été un casse-tête et qui a souvent été évoqué à l'occasion des Alphabet Business Club qu'on met en œuvre au sein d'Alphabet France où on partage nos connaissances avec des petits groupes de clients. Et si vous voulez participer à ces réunions d'échanges inter-entreprises et bénéficier de notre expertise, je ne saurais que vous recommander de prendre contact directement avec nous pour qu'on puisse vous intégrer dans ce club.
Ce qui me fait une transition toute trouvée pour savoir comment on fait pour s'orienter vers une mobilité plus durable. Comment est-ce qu'on associe l'ensemble des bénéfices de la loi de finances 2024 pour pouvoir utiliser cette nouvelle trajectoire vers 2035 et se rendre compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça le changement. Raphaël, est-ce qu'il y a un mode d'emploi simple en 3 étapes? Oui, exactement. Et je propose qu'on le partage avec Zaina. Je vais commencer. Alors, oui, il est en 3 étapes. Contexte, usage, mobilité. C'est simple. Enfin, on a essayé avec Zaina de regrouper ça en 3 grands piliers pour, encore une fois, donner des clés de lecture simples à nos clients, à notre auditoire. Je vais commencer par le contexte, Zaina. En fait, l'idée, on l'a vu, hein, le contexte, on en a parlé tout à l'heure. Il faut prendre conscience. À chaque fois, on le dit à tous les webinaires, il ne faut pas louper le train, il est déjà parti, il est même déjà loin. Et donc, il faut vraiment comprendre que le changement, c'est maintenant. Et il ne faut pas, alors j'essaie de le dire sans postillonner, procrastiner. Pas évident à dire, ça. Il ne faut pas procrastiner, il faut effectivement vraiment prendre conscience qu'il ne faut... 2035, c'est demain. Donc, c'est maintenant qu'il faut... On l'a vu, hein, en plus, c'est une vraie opportunité, parce qu'on peut vraiment réduire son impact de fiscalité. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. On y va en expliquant à nos clients le contexte, en expliquant effectivement les lois de finances, en expliquant la trajectoire. Donc c'est la première chose. Donc il faut expliquer avant même de changer. Et on change comment, justement, sur la partie usage, Zaina? Alors ça, c'est la deuxième étape justement de cette démarche d'accompagnement. On va se concentrer un petit peu plus sur l'usage qui est fait des véhicules, puisqu'on ne peut pas tout basculer en véhicule électrique, sinon ce serait trop simple. Donc on va dans un premier temps analyser la flotte, donc la consommation théorique de ces kilométrages. Et je crois que vous l'aurez compris, j'aime toujours allier la théorie à la pratique. Et donc dans un second temps et en parallèle, on va venir analyser l'usage réel qui est fait de ces kilomètres. Comment vos collaborateurs consomment ces kilomètres? Est-ce qu'ils font fréquemment des petits trajets? À quelle fréquence font-ils des trajets importants de plus de 250 km? Est-ce qu'ils ont accès à une borne de recharge, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir utiliser toutes ces données pour pouvoir cibler les véhicules qui sont potentiellement éligibles à un véhicule électrique, et on va simuler, puisque encore une fois, tout de suite, c'est une question de coût. Donc on va prendre en compte tous ces coûts, toute cette fiscalité que tu viens de nous présenter, avec le coût de la recharge, les avantages en nature, etc. Exactement, et la simulation, c'est ce qu'on vient de faire sur ce plateau, hein. On vient de le présenter, donc c'est concret. Je finirai juste par le 3e pilier, le pilier mobilité. Oui, parce que avoir des véhicules électriques, effectivement, il faut, ça accompagne aussi de prestations, d'accompagnement différents qu'un véhicule thermique. Oui, tu en as parlé, la sélection des véhicules, donc après la simulation. Mais également des prestations complémentaires qui peuvent parfois aussi soulager ou parfois des utilisateurs qui auraient un peu peur de véhicules électriques. Rassurer, merci, soulager aussi peut-être un peu fort, rassurer les conducteurs et avoir un véhicule thermique à la demande, avoir des prestations d'accompagnement ou de véhicules relais. Et également, bien sûr, les cartes multi-énergie qui permettent de pouvoir se recharger ou prendre du carburant aux stations ou chez soi, mais également, on en a parlé, les bornes de recharge, hein, puisque le gros avantage de la borne de recharge, c'est que lorsque tout à l'heure tu l'as évoqué, 80% des recharges sont faites à domicile. Eh bien, une borne de recharge, c'est un peu la pompe qui vient chez soi. En général, quand on fait le plein, on va à la pompe, et là, finalement, la pompe est chez soi. C'est un vrai confort. Donc, très important, les bornes de recharge, sur lieu de l'entreprise, à domicile, et bien sûr le réseau public, mais là, en l'occurrence, c'est entreprise ou domicile. Et enfin, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'éco-conduite. On ne conduit pas un véhicule électrique comme on conduit un véhicule thermique. Eh bien, en optimisant sa conduite, on optimise sa consommation. Absolument. Juste un point sur les bornes de recharge, c'est une question qui revient souvent. Parce qu'effectivement, quand on a une cour pleine de gallinacés, c'est facile pour tout à chacun d'installer une borne dans cette cour. Quid de ce qui se passe quand on est en copropriété ou quand on n'a pas de garage? Mais c'est exactement la démarche qu'on vous propose d'accompagnement chez Alphabet et que vous devez absolument suivre. C'est envisager l'ensemble de l'écosystème dans lequel vous évoluez pour savoir quel est votre besoin en matière d'infrastructure de recharge. Est-ce que ce besoin en infrastructure de recharge, il doit être déployé au domicile des collaborateurs? Est-ce que c'est possible de le déployer au domicile des collaborateurs? Est-ce que vous pouvez déployer une installation de recharge sur
le lieu de travail et puis par ailleurs de bien estimer quel va être le montant de vos recharges sur la partie qui est en itinérance, puisque et c'est une question qui est posée sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure. La recharge en itinérance aujourd'hui, c'est environ 53 centimes du kilowattheure. Donc ça obère les économies dont on a pu vous faire l'exemple tout à l'heure. Néanmoins, ça représente toujours une économie par rapport à un véhicule thermique. Donc, on n'a pas fait le calcul exact pour répondre à la question qui est posée dans le fil. Néanmoins, par expérience, on a vu que c'était, lorsqu'on l'a fait avec nos clients, on a vu que c'était un coût de recharge au kilomètre qui revenait moins cher que de faire le plein de sa voiture. On a vu comment déployer l'ensemble des dispositifs qui nous sont offerts par la loi de finances. On a pu faire le résumé de l'ensemble de ces dispositifs grâce à Raphaël. Zaina, merci de nous avoir exemplarisé l'ensemble de ces sujets avec l'exemple de ton client. Merci pour ça. S'il y avait 3 choses à retenir, à votre avis, ça serait quoi ? Moi, j'aime bien finir avec 3 choses à retenir. C'est notre ancien patron qui nous a inculqué cette maxime. S'il y avait 3 choses à retenir, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Les 3 choses à retenir, c'est la continuité, le changement et l'action. La continuité, c'est la trajectoire qui est imprimée à horizon 2035 avec la fin du véhicule qui est propulsé par les énergies fossiles. Et cette trajectoire qui est imprimée tous les ans par la loi de finances qui permet d'amortir le coût du changement avec le bonus qui est appliqué aux véhicules qui sont les plus vertueux. Et aussi cette nécessité de repenser les modalités de déplacement au sein de vos entreprises, repenser les tournées de vos commerciaux, repenser les tournées de ceux qui rechargent des automates sur le lieu de travail, repenser la mobilité de vos collaborateurs qui font des trajets domicile-travail pour lesquels finalement le véhicule n'est plus la seule solution pour se rendre au bureau, mais utiliser les mobilités douces, c'est quelque chose qui vient en complément des packages qui peuvent être offerts à vos collaborateurs parce qu'ils n'ont plus forcément besoin d'une voiture. La deuxième chose, c'est que le changement c'est maintenant, pour reprendre cette célèbre expression. Le changement, c'est maintenant. Pourquoi ? Très simplement parce que si vous ne changez pas maintenant, vous ne bénéficierez pas des économies que vous pouvez réaliser grâce à la loi de finances et vous n'amortirez pas le changement. À n'en pas douter, le bonus, une fois qu'on sera tous avec des véhicules plus vertueux, quelle que soit l'énergie, et j'ai pas de boule de cristal pour vous dire si l'hydrogène électrique sera le futur moyen de déplacement, en tout cas la future énergie qui vous permettra de vous déplacer. Mais une fois qu'on sera tous équipés de véhicules plus vertueux, il n'y aura plus de bonus. Et il n'y aura plus que les taxes, et ça ne vous permettra pas d'amortir ce coût du changement. Le dernier point, c'est l'action, puisque le changement, c'est maintenant. Il faut se mettre en ordre de mouvement. On vous a donné des clés et les 3 grandes étapes avec les sous-étapes qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour que vous puissiez mettre en place une mobilité plus durable au sein de votre entreprise. Et à n'en pas douter, vos interlocuteurs chez Alphabet sont formés par Raphaël, justement, afin de vous accompagner dans cette démarche. De vous accompagner dans cette démarche et pour vous, en tout cas pour nous, notre objectif, c'est de vous faciliter la vie avec cette transition vers une mobilité plus durable. Je vous rappelle que le support de présentation est toujours disponible dans le chat qui est à votre disposition. Continuez à nous poser des questions parce qu'on va bientôt passer à la séance de questions-réponses. Et n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Alphabet France afin de télécharger le guide de la fiscalité du véhicule d'entreprise. Je passe maintenant aux questions. Alors, il y en a plein. Je tiens à remercier les plus de 210 et quelques personnes qui nous ont rejoints depuis le début de
ce webinaire. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. J'espère qu'on a répondu d'ores et déjà à un certain nombre de vos questions. Il y a une info qui nous est donnée par Thibaut, qui nous indique que l'abattement sur les AEN pour les véhicules 100% électriques est de 50%, limité non plus à 1 800 € mais à 1 964,90 €, ce qui est tout à fait vrai, puisque c'est bien ce qui figure sur le site de l'URSSAF. C'est nous qui avons fait une confusion, et je vais vous dire pourquoi. Parce que les 3 exemples qui sont sur le site de l'URSSAF reprennent toujours les modalités de calcul anciennes sur les 2 exemples de droite, quand vous irez sur le site de l'URSSAF, où on est toujours à 1 800 €, puisque l'exemple a été fait sur les bases de 3 600 €. Donc quand on fait 50%, on tombe sur les 1 800 €. Donc, mais à culpa, ça sera mis à jour très rapidement. Je ne trouve pas la présentation. Normalement, vous avez un bouton qui s'appelle « Télécharger le guide de la fiscalité 2024 » juste en dessous de la salle. Donc, j'espère que vous allez le trouver sur votre écran. La comparaison est intéressante, mais considère-t-on le diesel de la même façon que l'essence, nous demande Sylvie. Parce que l'exemple était fait sur l'essence et pas sur le diesel. Il y avait l'exemple qui était fait sur hybride rechargeable essence, oui, tout à fait. Et diesel. Et peut-être qu'on prendra contact avec Sylvie. N'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées complètes à l'issue de ce webinaire pour qu'on puisse repréciser cette question et qu'on puisse vous apporter une réponse. Les taxes sur les diesels sont-elles pour les mises à la route 2024 ou sur le parc diesel existant, nous demande Pierre-Alain. Existant, oui. Malheureusement, la fiscalité, elle court pour l'année en cours sur les véhicules à la route. Et pour l'année prochaine, selon la nouvelle loi de finances. En fonction des nouveautés. Exactement. C'est pour ça qu'il est important de mettre en œuvre la transition vers une mobilité plus durable le plus rapidement possible, parce que votre parc existant, lui, est impacté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a reprécisé un chiffre tout à l'heure qui était aux alentours des 400%. C'est l'étude qu'on a faite en décembre, compte tenu des premiers éléments qu'on avait à notre disposition sur la loi de finances. C'est ce que ça représente sur les véhicules qui allaient être mis à la route. C'est-à-dire qu'on a encore des clients qui n'ont pas opéré cette transition vers une mobilité plus durable, et la somme des véhicules, enfin en tout cas les véhicules qu'on allait mettre à la route en 2024, commandés en 2023, allant être taxés au titre de la loi de finances 2024, c'est cette augmentation de 400% que ça représente. La taxe à la masse est payable annuellement ou à l'achat, Sylvie pose cette question, pardon. C'est en fait la taxe à la masse, c'est une des composantes du malus. Donc en fait, c'est à l'acquisition. Point. C'est comme le bonus à l'acquisition, le malus à l'acquisition. Absolument. Donc une fois que ça a été réglé, terminé. Merci Raphaël. Si on est une entreprise ayant un parc inférieur à 100 véhicules, on passe entre les gouttes de cette augmentation de 400%, Raphaël ? Non, parce qu'en fait, tout dépend de la répartition, mais non. Si on regarde la même répartition, on sera exactement sur le même pourcentage. C'est mathématique. En fait, peut-être que derrière cette question, les 100 véhicules, il y a peut-être un mélange avec la LOM. Voilà. Une incompréhension. Voilà. Et à ce moment-là, pour le repréciser, la loi d'orientation des mobilités impose les entreprises qui ont plus de 100 véhicules en parc de renouveler à hauteur de 10, 20, 40 et 70% jusqu'à l'horizon 2030, donc des véhicules à faible émission de moins de 50 grammes. Donc ça n'a rien à voir avec la fiscalité, c'est vraiment ce qui est imposé par une loi d'orientation des mobilités portée par la loi Climat et Résilience. Mais si on prend un véhicule, si on reprend le même exemple de Zaina, on passe de 100 à 50 véhicules, vu que ce sont les mêmes, en proportion, on aura toujours 400%. Exactement, c'est les 100 véhicules, c'est cette limite qui est fixée d'obligation à renouveler avec des véhicules à faible émission. Les taxes, elles sont vous en êtes toujours redevable. Mais ça pourrait changer. Pas au travers. Ça pourrait changer. Alors pour l'instant, pas de boule de cristal non plus, mais on pourrait passer de 100 à 50 véhicules. C'est probable. C'est probable. C'est très probable. Une question de Claudia, ça devait être dans la discussion pour les diesels, y compris pour les véhicules utilitaires.
Alors, je ne sais pas à quel moment on était du... Claudia, de la même manière, laissez-nous bien vos coordonnées et reprécisez votre question afin qu'on puisse y répondre pour que vous obteniez une réponse et qu'on puisse prendre contact avec vous surtout. Ces taxes sont-elles aussi applicables sur les véhicules d'occasion? Il y a une histoire de nombre d'années sur les véhicules d'occasion, de mémoire, oui, 5 ans. C'est ça, exactement. Et en fait, on a, je crois, je vais regarder, mais je crois qu'on l'a dans la grille, les différentes tâches. Je les regarde, hein, parce qu'effectivement, mais je pense que dans notre guide, on a cette grille, je vérifie juste. Je pense que oui, je ne l'ai pas ici, mais oui, on a effectivement la taxe et valable, bien entendu, sur des véhicules qui sont plus âgés. Et si on parle effectivement de taxe annuelle, hein, taxe émission de CO2 et taxe polluant atmosphérique, bien entendu, ça se réajuste année après année en fonction de la loi de finances. Absolument. Alors, on me dit que la présentation a été trouvée. Parfait. Un message de Zongo. Bonjour, mais que se passe-t-il pendant que le salarié est encore en fonction? Il faudrait qu'on recontextualise la question. Si vous pouvez la recontextualiser, s'il vous plaît, Zongo. S'il n'y a pas de borne au domicile du collaborateur et que les recharges se font en itinérance, le coût de la recharge augmente drastiquement. Vous faites la comparaison également. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, on a fait cette comparaison. Ça reste toujours plus intéressant en itinérance que de faire le plein de sa voiture rapporté au kilomètre. Néanmoins, la mise en œuvre d'une mobilité plus durable au sein de votre entreprise doit se considérer de manière globale. C'est quelle est l'offre d'infrastructure actuelle qui est à ma disposition, d'infrastructure de recharge, pardon, versus quelle est l'infrastructure de recharge que je dois avoir en œuvre pour transformer mon parc vers une mobilité plus durable avec des véhicules électriques. L'avantage en nature d'une borne louée ou achetée se calcule comment? Donc encore une fois, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était l'avantage en nature est limité pour le particulier, en l'occurrence à 50% du prix d'installation ou de location. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que si jamais le collaborateur, en cas de borne installée à son domicile par l'entreprise, si le collaborateur, cette borne installée par l'entreprise, si le jour où il quitte l'entreprise, eh bien, il va avoir un avantage en nature limité à 50% en fait du prix d'installation ou plafonné à 1 000 €. Voilà ce que disent aujourd'hui les textes de loi. Je reviens sur une remarque de Bieux. 50 à 70 000 km par an majoritairement sur autoroute à 130 km/h. Une recharge entre 200 et 300 km maxi. 30 à 40 minutes de charge, pas si évident. Alors moi je vous invite, si vous faites ce kilométrage-là, à vous faire prêter un véhicule électrique qui correspond à vos besoins pour faire l'expérience de vos déplacements, pour voir si vous êtes à 30 ou 40 minutes de recharge. En l'occurrence, c'est pas ce qu'on constate. Moi, je suis équipé d'un véhicule électrique depuis plus d'1 an et c'est pas ce que je constate. Alors, effectivement, je roule moins que vous, mais 30 à 40 minutes de recharge, je suis assez dubitatif. En tout cas, sur d'anciennes technologies, oui. Sur les nouveaux véhicules qui sont mis à la route, c'est pas du tout le cas. Question suivante. Alors, je défile parce qu'il y a un certain nombre de remarques. Une question de Sybille. Bonjour, aux bornes de recharge, peut-on régler avec une carte bancaire classique? Il y a un certain nombre d'opérateurs de recharge qui permettent la recharge via carte bancaire. C'est le cas de Ionity par exemple. Electra aussi permet de le faire via une carte bancaire classique. Il est assez simple, lorsque vous vous rendez sur une borne de recharge et que vous n'avez pas de carte, de scanner un QR code avec votre téléphone mobile qui va vous renvoyer sur un site, si vous n'avez pas envie de télécharger par exemple l'application, ce qui vous permettra de régler directement avec votre carte bancaire. Il est à préciser que les opérateurs de recharge sur le domaine public ont un devoir d'interopérabilité, c'est-à-dire que si vous avez une carte
ChargeMap ou une carte Ionity, vous allez pouvoir vous recharger dans l'ensemble des réseaux de fournisseurs d'électricité qui sont présents sur le territoire français. Alors il y a encore quelques exceptions et c'est la raison pour laquelle il est toujours intéressant de bien sélectionner le fournisseur d'énergie que vous avez en base sur votre carte pour vérifier l'interopérabilité, surtout lorsque les bornes viennent de s'installer. Ça arrive parfois, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. On peut arriver devant une borne où l'interopérabilité n'a pas été mise en œuvre parce qu'elle n'est pas encore référencée par votre fournisseur d'énergie initial. Mais en général, il est toujours possible de se recharger via une carte bancaire. Comment vous calculez, pardon, une question d'Olivier, comment calculez-vous l'avantage en nature en activité? C'est évident qu'il n'a plus de borne car démonté, il n'y a pas d'AEN. Calculez-vous l'avantage en nature en activité? Sur la location, c'est lié à 50%. Sur l'installation, il n'y en a pas, c'est uniquement en cas de démontage. Maintenant, est-ce que c'est lié aussi à l'avantage en nature en général? Peut-être les 9 ou 12% ou 30 et 40 C'est la réponse qu'on peut apporter, tout à fait. Sidonie nous repose la question du calcul de l'avantage en nature sur la borne installée, donc on y a déjà répondu. Alors, il y a un sujet qui est souvent évoqué, effectivement, et Frédéric pose la question. Il y a une autre personne qui a posé la question sur notre capacité à donner le prix des batteries qui n'apparaissent pas sur nos cotations. Alors, c'est une réalité. On sait que c'est un problème et c'est un problème qu'on essaie de résoudre avec notre fournisseur de données. Pour être totalement transparent avec vous, on n'a toujours pas trouvé de solution pour pouvoir extraire cette partie batterie et de la faire présenter sur nos cotations. On ne se cache pas derrière notre petit doigt sur le sujet. C'est un véritable écueil qu'on rencontre et qu'on essaye de résoudre. Je continue. Il nous reste combien de temps? On a terminé, normalement. J'essaye de retrouver une dernière question. Hop. Le montant de la TVS est donc modifié chaque année suivant la fiscalité. Alors, la TVS n'existe plus, n'est-ce pas, Raphaël? Exactement. La taxe sur l'émission des CO2 et les polluants atmosphériques, et oui. Merci beaucoup, Raphaël. Il me reste encore énormément de questions, donc je vous invite à laisser vos coordonnées à l'issue de ce webinaire afin qu'on puisse reprendre contact avec vous, que ce soit votre chargé d'affaires ou que ce soit nous, côté marketing et business développement. On veut pouvoir apporter des réponses à l'ensemble de vos questions. J'espère que ce webinaire vous a plu. C'est le webinaire d'actualité du mois de janvier. À n'en pas douter, sur le même sujet, on se retrouvera en janvier de l'année prochaine. En attendant, on a d'autres rendez-vous qui vont se mettre en œuvre dans assez peu de temps. Le premier, c'est pas celui qui est à l'écran, mais c'est notre présence sur Flototo le 8 février. J'ai la chance de co-animer une conférence avec 3 autres intervenants, une nouvelle fois autour de la fiscalité et des impacts que cela va pouvoir représenter sur votre flotte automobile. Je vous invite à nous rejoindre sur notre stand et à participer à cette conférence ainsi qu'à toutes les autres conférences qui sont vraiment toujours d'excellente qualité sur Flototo. Pour mémoire, c'est le 8 février, c'est dans l'Est de Paris. N'hésitez pas à venir nous voir. On sera ravis de vous accueillir avec un café et de pouvoir discuter de vos problématiques de transformation autour de la mobilité plus durable. Prochain live, très probablement en mars. Le sujet reste encore à définir. Nous, on aime bien avoir votre avis, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à l'issue de ce webinaire pour qu'on puisse vous proposer un webinaire qui colle à l'actualité. N'oubliez pas, toujours 2 documents à télécharger. Le premier, le support de présentation qui peut vous aider à avoir un fil conducteur lorsque vous discutez du sujet de la loi de finances 2024. Et le guide de la fiscalité du véhicule d'entreprise, d'ores et déjà disponible sur notre site internet. On a donc une modification à faire sur la partie URSSAF, telle que Thibault l'a évoqué tout à l'heure. On fera la modification très rapidement afin que le guide soit toujours à jour et on vous tiendra au courant.
Zaina, merci beaucoup de nous avoir accompagnés et nous avoir fait part de ton expérience avec tes clients. Merci à vous. Raphaël, encore merci pour tous les détails. Et tu es un peu notre Bible, effectivement, avec Alexandre, sur tous les aspects de fiscalité et de comment est-ce qu'on bénéficie au maximum des avantages que représente cette fiscalité. Je suis très heureux de vous avoir retrouvé pour cette nouvelle année 2024. Je vous donne rendez-vous le 8 février sur Flotte Auto et en mars pour un nouveau webinar. À très bientôt. Au revoir.